est-ce que je prononce bien ton nom? Tresanini? Alors Tresa. Tresa, ok. C'est italien, donc c'est Tresanini. Mais fais-le à la française. Ah, mais justement, parce que c'est italien, j'aurais dit un S. Ah ouais? Non, bah non. Tu parles italien, t'es italienne d'origine? D'origine, mais non, je ne parle pas italien. Ah. Bonjour et bienvenue dans Sois gentil, dis merci, fais un bisou, le podcast des anciennes petites filles sages qui ont arrêté de l'être. Je suis Clémence Bodoc et avant de te présenter le parcours d'une femme inspirante et exceptionnelle, je passe la parole à notre sponsor pour cet épisode qui permet à mademoiselle.com de continuer à produire des podcasts de qualité. Vous aimez les histoires singulières ? Découvrez la série de podcasts Confidences particulières qui m'a mené à la rencontre des artisans et créateurs des maisons du groupe LVMH. J'ai capté les petits et grands secrets de ces femmes, de ces hommes, si fiers de leur métier, soucieux du geste parfait, animés par la passion de l'excellence. Suivez-nous à Rome, Paris, New York, Cognac, chez Dior, Sephora, TAG Heuer ou Berluti. Confidences particulières, une collection de 13 épisodes à découvrir sur le site des Journées particulières, SoundCloud, Podcast Addict et Apple Podcast. Si tu aimes Sois gentil, dis merci, fais un bisou, tu peux m'aider à le faire connaître en allant mettre 5 étoiles sur iTunes ainsi qu'un commentaire sympathique. Abonne-toi sur ton appli de podcast pour ne rater aucun épisode que tu pourras retrouver sur Deezer, Spotify, iTunes, SoundCloud et sur la chaîne YouTube dédiée. Et sans plus attendre, je te laisse découvrir mon invité de la semaine. Bonne écoute. Bonjour Juliette. Salut Clémence. Donc tu es Juliette Tresanini. Oui. De la chaîne Parlons peu, parlons cul, désormais Parlons peu. Mais parlons. Mais parlons, voilà. Et je suis ravie de t'accueillir dans Sois gentil, dis merci, fais un bisou, saison 2. Merci, je suis ravie d'être là. J'ai écouté tous les podcasts et merci beaucoup pour l'invitation. Bah, je t'en prie. La première question que je pose à toutes mes invitées, c'est quel genre de petite fille tu étais quand tu avais 7 ans? Mais j'étais une petite fille sage. Scoop. J'étais Hermione, tu vois. Oh non, c'est pas vrai, moi aussi. Ah, mais complètement. Quand j'ai vu le premier Harry Potter, j'étais oh mon Dieu, c'était moi, la même coiffure, tout pareil, la même tête, hein, exactement. Oui, j'étais Hermione. Mais qui dit Hermione dit un peu première de classe, mais cool, sympa, qui a des potes, qui aime bien fédérer, qui aime pas peste. Qui aime bien faire plaisir, certes aux profs, aux parents, etc., mais aussi aux copains et qui supporte pas les gens rejetés, qui supporte pas les gens à l'écart. Et du coup, j'essayais de coacher un peu les gens qui étaient mis de côté pour qu'ils soient cool et intégrés. Et t'avais pas de problème de contradiction justement où parfois pour faire plaisir aux profs il faut être une bonne élève, répondre aux questions justes et tout, et donc forcément t'as des élèves dans la classe qui ne t'apprécient pas pour cette capacité à te mettre en avant? Ouais, mais j'étais maline, j'ai toujours été maline parce que ce qui était très important pour moi c'est d'être aimée par tout le monde. Du coup j'avais beau travailler bien, répondre aux profs, mais comme je leur soufflais les réponses pour que eux réussissent aussi au tableau, j'étais quand même l'alliée. Voilà, valait mieux m'avoir parce que moi je leur écrivais les bonnes réponses et je levais la banque. C'est Hermione, quoi, c'est vraiment ça. Pour qu'ils réussissent, donc non, peut-être qu'il y a des personnes qui m'aimaient pas, mais en général, j'étais plutôt bonne camarade, quoi. Ah, je me retrouve tellement dans ce que tu racontes. C'est vrai, c'est quand il fallait répondre sur l'ardoise et lever l'ardoise, je la levais un peu avant, dans le mauvais sens. Ah ouais. Du coup, une fois derrière. Et du coup, je la lève et je fais oh pardon, et je la retournais. Du coup, derrière, ils avaient vu et ça faisait innocemment, j'ai donné la réponse aux gens qui sont derrière moi, mais je donne la bonne réponse à la maîtresse. Ah non. Voilà, c'est ça. C'est ça, c'est toujours innocemment. C'est-à-dire que je me faisais jamais gronder parce que j'arrivais à être finaude dans ma tricherie, un peu. Mais voilà, toujours dans l'aide, souffler les poésies, tout ça. Et finalement, ça, c'est vraiment le caractère de Hermione dans Harry Potter. C'est pas seulement je suis la meilleure et je vais tous vous écraser. Non, elle est hyper solidaire. Bah non, c'est ça. J'ai mes forces, c'est ça. Et je vais les utiliser pour faire rayonner mes forces autour de moi, quoi. Complètement. All right. Complètement. Voilà. Non, mais j'ai cherché le personnage qui me correspondait le mieux et je pense que c'est elle. En plus, elle a quoi? Elle a 8-9 ans dans le premier Harry Potter à peu près. Enfin, ils sont tout jeuneaux. Peut-être que je l'ai... Alors, dans Harry Potter, les personnages, ils ont 11 ans quand ils arrivent en première année. 11 ans, ouais. Mais elle, c'était la plus jeune du trio. L'actrice, c'était la plus jeune du trio. Elle a été castée à 10 ans, alors que les autres, ils étaient déjà à 11, je crois. Ouais. Ouais, c'est ça. J'avais un peu cette tête-là. Ouais. Elle a vraiment été repérée sur une pièce de théâtre d'école. La classe. Mais l'actrice est une grande classe à elle toute seule. Donc personne ne regrette la carrière d'Emma Watson. C'est sûr. Juste avant qu'on commence à tourner, on était en train de se raconter notre vie. Oui. Et je découvre que tu as des origines italiennes. Exactement.
Alors à quel degré? C'est-à-dire que t'es né en France, toi? Alors moi je suis née en France, mon père est né en France. Alors en vrai c'est mon arrière-grand-mère qui a fui avec ses enfants Mussolini, enfin le régime fasciste italien, et qui sont venus s'installer dans l'Allier. Voilà. Et ils venaient d'où en Italie, tu sais? Comment? Tu sais d'où en Italie ils venaient des Pouilles. D'accord. Ouais, ils venaient des Pouilles. Après, j'ai différentes branches de famille, mais la majorité venait des Pouilles. Et ils venaient fuir les fascistes et s'intégrer à tout prix en France. Pourquoi dans l'Allier? Il y avait quoi à ce moment-là? Alors, je pense qu'ils se sont regroupés. C'est-à-dire que, voilà, c'était un peu... comment on appelle ça, la diaspora italienne. C'est-à-dire que les premiers sont arrivés, ont commencé à être colporteurs, c'est-à-dire qu'ils vendaient des boutons de manchettes, des cravates, des choses comme ça dans la rue. Comme baigner chichi chouchou là sur la plage, c'était ça. Et ils ont fait venir les copains et du coup ils ont essayé de tous se regrouper au même endroit à côté de Vichy. Voilà. Ah oui. Oui. Comment s'est passée l'intégration dans les années 30? Alors, j'ai beaucoup parlé avec ma grand-mère, surtout récemment, parce que j'ai envie d'écrire un long métrage là-dessus, parce que voilà, c'est l'histoire qu'on appelait les Rital et pas très très connue, mais c'était l'enfer pour eux. C'est-à-dire que mon père, en 1955, pouvait pas aller à l'école publique. On lui mettait une croix gammée sur son cartable et on lui disait casse-toi, sale macaroni. Voilà. Alors qu'eux, ils avaient qu'une envie, déjà ils ont fui le fascisme, donc ils étaient tous au facho, ils avaient qu'une envie, c'était de s'intégrer. Et mon arrière-grand-mère, pour se faire aimer, elle faisait à manger pour tout le village. Elle ouvrait son appartement et elle faisait du risotto pour les 40 gamins, parce qu'ils n'avaient pas de cantine à l'époque, les 40 gamins, pour qu'ils viennent manger au chaud l'hiver chez elle. Et donc les parents commençaient à la trouver un peu sympathique. Mais quand même, on jouait pas trop avec les Rital, hein. Il y avait ce côté, on va manger chez eux, mais on joue pas trop avec eux. On se montre pas trop avec eux. Et tu sais ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale, du coup, pour cette partie de ta famille? C'était très compliqué. Ils avaient peur, en fait, ils avaient peur des deux côtés. Ils avaient peur des Allemands, bien sûr, et ils avaient peur aussi d'être dénoncés par les bons Français résistants, en fait, d'être traités de collabos. Et je pense qu'il y a eu des choses, on m'a raconté d'ailleurs des choses pas très jolies, des pendaisons en place publique sur simple dénonciation, sans qu'il y ait du tout rien derrière, en fait. Mais il y avait une revanche, et comme des deux côtés il y a eu des excès, il y a eu des choses pas très jolies. Mais ma famille s'en est toujours bien sortie par leur générosité. Donc c'est toujours, on surcompense dans le côté sympa, et je crois que c'est ce qu'ils m'ont transmis aussi, c'est sois sympa, aide tout le monde, te fais pas d'ennemis, attention les ennemis, ça peut trop tomber dessus, donc fais-toi aimer par tout le monde, surtout c'est important, quoi. Moi, j'ai une histoire très très similaire à la tienne, je le découvre. Ah ouais, c'est vrai. Mais pareil, donc ma famille du côté de mon père vient d'Italie, même génération, hein, arrière-grands-parents qui sont venus s'installer en France. Alors nous, c'était en Moselle, près des mines. Ouais. Et donc mes grands-parents, eux sont la première génération d'immigrés du coup. Ouais. Ils sont arrivés en France pareil dans les années, enfin ils sont nés en France dans les années 30 quoi. Et quand la guerre est arrivée, nous, en Moselle, c'était zone occupée. Mm-hmm. Donc, c'était très simple pour ma grand-mère qui devait avoir 8 ans environ au début de la guerre, enfin, l'école primaire, quoi. À la maison, on parlait italien parce qu'on est italien. Parce que même si, effectivement, ils avaient fui le fascisme pour les mêmes raisons que tes arrière-grands-parents, en fait, il y avait une dimension, on ne laisse pas l'Italie à ce mec-là et à cette politique-là. Mm-hmm. On reste fier de notre culture et de qui on est. Donc à la maison, tu parles italien, mais à l'école, officiellement, tu parles allemand. Et attention, quand tu parles mal, tu te fais punir, etc. Et dans la cour de récré, tu parles français parce que t'es pas un putain de collabo. C'est ça. Et du coup, ma grand-mère était à sa place nulle part. Elle parlait bien aucune des trois langues. Oui, donc ça donnait un patois très, très étrange. Donc, l'intégration dans ces conditions était juste impossible, quoi. Et le drame, c'est que ma grand-mère, comme je pense beaucoup de personnes âgées qui ont grandi dans toute cette période où le monde a changé très très vite, aujourd'hui, je me souviens que dans les années 2002, elle était plutôt très raciste. Mais c'est dramatique parce que tu sens qu'il y a un côté, t'as souffert de ton intégration, de ton manque d'intégration.
et t'arrives pas à avoir l'empathie pour ceux qui sont en train de galérer avec leurs propres problèmes d'intégration, et au contraire tu leur renvoies exactement ce que t'as subi toi, à savoir ils parlent mal français, ils sont pas à leur place, et le même miroir en fait, ce que tu t'es ramassé à 8 ans, aucune empathie, aucun scrupule, aucun moyen de dépasser ça quand on est témoin, mais 70 ans plus tard quoi. Mais c'est étrange que tu dis, parce que mon arrière-grand-mère avait des propos racistes, et je me souviens d'engueulades avec elle toute petite où je disais mais tu peux pas dire ça. Elle disait des trucs horribles et je lui disais mais tu vois d'où on vient. Et c'est marrant cet effet miroir comme ça où on repousse qu'on a été. Est-ce que toi, justement, ces origines italiennes, c'est quelque chose qui a fait partie de ton identité, de comment tu te définis, de ce que tu mettrais sous l'étiquette d'où je viens? Oui. Oui, parce qu'en plus, au niveau du sang, j'ai 50-50. Donc oui, je m'identifie pas à la politique de ce pays. Malheureusement, c'est dramatique. C'est compliqué, là. C'est tellement compliqué. Je suis tellement contente de ne pas vivre là-bas. Mais oui, en fait, dès que je vais en Italie, que je vois les villes italiennes, l'histoire, en plus de ça, j'ai l'impression que je descends, moi, des Étrusques. Donc c'est une civilisation qui était formidable, qui était très féministe, qui était très avant-gardiste, qui a été massacrée par les Romains, qui étaient des gros barbares. Et quand je vais dans des musées étrusques, je vois des statues qui me ressemblent. C'est vraiment ce nez là, hyper droit, hyper long, ses yeux en amande qui tombent, où on se dit mais d'où vient Juliette? Parce que dans tous les castings, on se dit c'est marrant, t'as pas un physique français, t'as un physique bizarre. Bah, c'est le physique étrusque en fait. J'ai l'impression. Donc effectivement, ça fait partie de toi. Donc je pense que ça fait partie de moi, ouais. Et pareil, juste pour la Coupe du Monde, donc ils étaient secrètement pour l'Italie. C'était drôle. Et en fait, ils mettaient le drapeau français quand même sur leur fenêtre. Mais mon grand-père, il m'a avoué que ce qu'il voulait, c'était France-Italie en finale. Il faisait semblant d'être pour la France, mais en fait, secrètement, il rêvait que l'Italie gagne. Et c'est dingue de ne pas pouvoir exprimer sa joie. En fait, ils avaient des joies secrètes, des joies chuchotées. Ouais, mais en même temps, désolé, mais là, je vais pas pouvoir te suivre sur supporter l'Italien en foot. Bah, c'était mon grand. C'est là où ça du patriotisme. Oui, bah c'est sûr. Mais oui, du coup, il l'a jamais assumé. Je trouve ça très, très, très touchant. En fait. C'est plus une question de nationalité, c'est une question de qualité de jeu. Hein. Les mecs qui sont en défense, ça tue complètement la dynamique sur le terrain. Je ne rentrerai pas. J'ai des principes. Bon, je reviens à Hermione. Donc, est-ce que tu te souviens à quel moment de ta scolarité, de ton parcours, t'es sortie un peu de ce côté petite fille sage, en tout cas, t'es sortie du formatage de « il faut que je fasse plaisir aux autres ». Est-ce que tu te souviens du moment où t'as commencé à penser à toi? Ouais, c'est quand j'ai découvert le théâtre en classe de seconde. J'avais un prof de maths qui était aussi prof de théâtre. Au lycée international de Saint-Germain-en-Laye, et autant en maths c'était l'enfer, autant en théâtre je me suis complètement révélée, et du coup je voulais que les rôles de méchante, de peste, et c'est là où je me suis dit mais qu'est-ce que c'est bon en fait de pas être gentille, et c'est là où je me suis dit est-ce que je peux ne pas tout le temps l'être aussi dans la vie quoi. Et ça m'a vraiment plu, et surtout je prenais un mal à plaisir à déchirer au théâtre et à baisser un peu dans les autres matières pour faire comprendre un peu à ma famille que c'était un peu ma voie. Donc j'ai commencé à me faire plaisir à ce moment-là. Et est-ce que tu te souviens du moment où tu as exprimé une ambition professionnelle pour la première fois? Et c'était à la suite d'une représentation où j'ai dit je veux être actrice. Je veux. En fait, c'est plus que ça. Je disais je veux être Meryl Streep. Bien sûr, parce que bon, quitte à être actrice, autant être Meryl Streep. Oui. Visons haut. Pourquoi Meryl Streep? Et parce que voilà, j'adorais ces films, et c'est là où ma famille a dit oui, bien sûr, passe ton bac +5 et après on en reparlera. J'étais ravie. Réponse de parents, bien sûr. T'avais quel âge à ce moment-là? J'avais 16 ans. Seconde, 15 ans et demi. 15 ans et demi, je voulais être actrice. Et j'ai attendu longtemps. Hein. J'ai attendu mes 23 ans avant de m'inscrire au conservatoire et au cours Florent. Donc ça a mis du temps. Quand tu as 16 ans, tu te dis à ta famille que tu veux devenir actrice. Est-ce que c'est un peu dans le modèle des rêves d'enfant de voilà ce que j'ai envie de faire, ou est-ce que tu as déjà une réflexion construite rationnelle sur je me rends compte que c'est pas un métier classique, ou que c'est pas un métier automatique entre guillemets, où tu fais les études, tu as le diplôme, tu cherches un travail, tu as un salaire, que c'est un peu plus compliqué on va dire dans cette branche-là que si tu veux devenir boulangère. Est-ce qu'à ce moment-là, tu as cette réflexion construite? Et la question que je veux poser derrière, c'est est-ce que tu comprends la réponse de tes parents qui disent d'abord tu fais des études sérieuses, après on en parle, ou est-ce que y a un côté
de quoi parle-t-il ? Pourquoi est-ce qu'il ne partage pas cette ambition fulgurante qui m'habite ? Un peu des deux. À la fois, je leur en veux de pas spécialement me pousser dans cette voie, alors que mon prof de maths théâtre leur a dit je crois qu'il y a quelque chose quand même, hein. On est clairement d'accord pour dire qu'il y a quelque chose. Et en même temps, en fait, là où j'ai fait une erreur fondamentale, c'est que j'étais bonne à l'école. Et du coup, quand t'es bonne à l'école, on te dit mais attends, pourquoi tu veux devenir actrice en fait ? Tu peux faire autre chose. Et du coup, j'ai pas été assez déterminée à l'époque pour faire une grève de la faim, parce que j'ai des copines qui ont fait ça. J'ai des copines qui ont arrêté de manger. Donc je pense que pour elles, c'était plus vital que pour moi. Pour suivre leurs rêves et pour avoir gain de cause, elles sont allées très très loin. Et ça a marché, bien évidemment. Il n'y a aucun parent qui peut être insensible à ça. Moi, j'avais encore ce côté peut-être de petite fille sage en me disant je vais les décevoir. Il faut quand même encore que j'assure un petit peu. C'est pas si long que ça. Qu'est-ce que c'est qu'un bac plus 5 ? Je serai encore jeune à 22, 23 quand je pourrais commencer enfin mon rêve. Donc, comme j'avais pas de frères et sœurs aussi pour me back-upper, et qu'autour de moi, tout le monde suivait la voie des études d'économie, gestion, tout ça, j'ai suivi le moule. Je suis rentrée dans le moule. T'as fait quoi ? J'ai fait Dauphine en éco-gestion. L'enfer sur Terre, je pourrais t'en reparler, mais vraiment, enfin, c'était à l'opposé de moi, moralement, psychologiquement, des valeurs, voilà. Et après, j'ai fait la London School of Economics à Londres en master de ressources humaines. Voilà. BG, parce que la LSI, faut aller la chercher quand même. Ouais, mais oui, j'étais pas mauvaise en cours, mais en fait, ça me plaisait pas. C'est horrible. J'ai l'impression d'avoir perdu tellement 5 ans de ma vie. Mais alors, t'as réussi à tous les jours te lever, aller suivre une formation où tu te disais tous les jours, qu'est-ce que je fous là ? Alors moi, je peux être un peu en mode robot parfois. Alors, il y a eu attention, à Dauphine, j'ai trouvé une assoce qui s'appelait Chanel 9 où on faisait des vidéos pour la fac, qui est juste trop cool. D'ailleurs, tous mes potes maintenant sont... il y a les Lollywood. D'accord. On était dans la même assoce. On a tous un peu bifurqué. Donc, je passais plus de temps quand même dans mon asso qu'en cours. Ça, c'est un peu ressenti d'ailleurs au niveau des partiels. La 3e année, je l'ai faite au Canada. Je me suis trompée de porte. Et au lieu d'aller en cours de macroéconomie, je suis allée en cours d'improvisation théâtrale. Mais je me suis vraiment trompée, j'ai pas fait exprès. Ok, tu vas faire croire ça. Mais c'est vrai, en fait, c'est vrai. On m'avait donné la E127, l'eau. Et donc, je suis allée dans la E127. Et en fait, la personne s'était complètement gourée. Je rentre et je commence le cours. Et pendant 1h30, j'ai fait de l'impro. Et au bout d'une heure et demie, j'ai dit, je crois que je suis pas dans la bonne salle. J'avais cours de macro, ils m'ont regardé, ils m'ont dit cette fille est folle. Et comme ils étaient en train de constituer le groupe, ils se sont dit écoute, on n'est que des chums c'est les mecs, on a besoin de filles, t'es marrante avec ton accent, parce que pour eux j'avais un accent bourge marrant quoi. Bien sûr. Du coup rejoins-nous, et c'est là où j'ai intégré les Cravates Club, qui était un groupe d'impro qui maintenant est hyper connu à Montréal, et on jouait on a joué dans les bars de la rue Saint-Denis, on a joué dans des gymnases, et j'ai passé toute mon année à faire de l'impro. Donc il y a eu, je pense que j'ai tenu dans mes études parce que j'avais ces à côté, tu vois, où je me disais je fais quand même un peu ce que j'aime à côté, quoi. Et à ce moment-là, enfin au fil de ces années-là, t'étais toujours en train de nourrir ton projet d'actrice, plutôt théâtre ou cinéma que tu voulais poursuivre ? Bah ouais, je le nourrissais, mais un peu secrètement, parce que plus ça avançait et plus on me voyait dans une entreprise, on me faisait des propositions. J'ai même travaillé chez Richemont, qui est la holding de Cartier, Van Cleef, Baume & Mercier, tout ça à Londres, et tout le monde me disait t'as un job de rêve, et moi j'étais pas heureuse, quoi. Et le jour où le PDG m'a proposé un CDI, j'ai fait, tu sais, comme Romain Duris dans l'auberge espagnole, là, quand il fuit le ministère de la Finance. J'ai fait non, stop. Et là, j'ai enfin eu le courage de m'inscrire au cours Florent et au conservatoire du 10e. Et là, ma vie a vraiment commencé. T'avais quel âge à ce moment-là ? 23. Ah bah, pile que ce que tu t'étais dit c'est ça. à 16 ans. C'est ça. Mais ce qui était horrible, c'est que moi, je me voyais hyper jeune et que déjà, on me disait c'est pas trop tôt. Parce que pour une femme, attention, il faut le savoir, dans ce métier-là, tu perces très tôt. Alors, c'est quoi les âges ? Vas-y, balance la carrière d'une femme. Je vais être très très honnête. Vas-y.
Les jeunes premières plaisent énormément au cinéma. C'est-à-dire 16 ans, 17 ans, 18 ans, aller jusqu'à 22. C'est là où on peut lancer ta carrière. Vraiment fort. Je te parle d'une Audrey Tautou, d'une Sophie Marceau, de celles qui ont ces carrières-là, d'une Cotillard. Elles étaient sur le pont dans ces âges-là. Après, il y a toujours des contre-exemples, plus des contre-exemples masculins qui percent plus tard. Mais voilà, faut pas vivre avec des regrets. Si j'avais pu, j'aurais pu le faire. Comme je te dis, j'aurais pu faire une grève de la faim et être plus déterminée plus tôt. Donc je devais pas avoir la force de caractère pour encaisser ça. Et puis si ça se trouve, ça se serait mal passé à 16 ans. Ouais, je suis un peu de la team, ça sert à rien de regretter. Ça sert à rien. Ce qu'il y a derrière, parce que ton parcours, il aurait été différent. Enfin, tu sais pas. Je serais peut-être pas là aujourd'hui. J'aurais peut-être été déçue du métier. Faut avoir les épaules pour ce métier aussi. Faut être très mature et... Puis il y a eu pas mal d'abus de jeunes filles et tout. Enfin, c'est pas mal d'arriver un peu plus tard aussi. Oui, bah c'est ce qui s'est passé. Enfin, c'est ce qu'on a un peu tous découvert, ou plutôt compris avec l'affaire Weinstein. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, je pense que tout le monde avait un peu en tête le cliché du producteur libidineux qui va exagérer, voire aller effectivement jusqu'à abuser des actrices, surtout des jeunes, des plus fragiles, etc., etc. Ce qui fait que quand le New Yorker sort cette enquête, personne n'est vraiment surpris. Enfin, il n'y a pas vraiment de gens qui se disent impossible. Ah non. Impossible. Tout le monde dit oui, maintenant que vous le dites, c'est très possible en fait. Et rien que ça, moi, c'est ce qui m'a presque le plus choqué dans l'histoire, c'est-à-dire que de voir qu'on n'avait pas besoin d'être convaincu, on avait juste besoin d'être informé. C'est vrai. On disait long sur la perception et l'acceptation qu'on avait de ces comportements, quoi. Alors moi, j'ai jamais rien vécu, mais peut-être parce que je suis arrivée plus tard, mieux armée, avec une velléité aussi d'écrire, de réaliser. Donc, je devais pas dégager la même chose. Donc, j'ai jamais eu de chantage au rôle. On appelle le chantage au rôle déplacé, quoi. Oh là là. Je me suis jamais retrouvée dans une situation embarrassante, en tout cas. Ah, il y a une expression pour... Ah d'accord, le chantage au rôle. Ouais. C'est charmant. On va revenir sur ton parcours à partir de là. Mais d'abord, le concept du podcast, c'est que j'ai une liste de questions de première fois, le jour où, parmi lesquelles je te propose de choisir des premières fois qui t'ont marqué. Et parmi celles que tu m'as retenues, tu m'as mis la première fois qu'on t'a puni. Pourquoi t'as choisi cette question ? Je sais pas, ça m'avait marqué parce que mon intention était très bonne, mais voilà, en gros, comme je te l'ai dit au début, c'est que j'aimais pas les gens qui étaient rejetés. Et dans ma classe, il y avait une fille qui s'appelait Anne-Laure et tout le monde se moquait d'elle parce qu'elle était un peu, les autres filles disaient elle est empotée, elle est pas dégourdie, voilà. Et du coup, je l'ai prise un peu sous mon aile et je me suis dit je vais passer du temps avec Anne-Laure pour qu'elle devienne cool. Et donc je l'ai un peu relookée parce que ça passait évidemment par les fringues, la coupe de cheveux, ce qui est complètement débile parce qu'on était vraiment très très jeunes, mais bon, fallait être accepté. Et puis aussi par le côté un peu sportif parce qu'elle était, c'est vrai, un peu peureuse de tout. Et donc je lui ai dit pour être cool, faut que t'aies peur de rien. Et donc je lui faisais sauter les marches d'escalier. Donc on commençait par une marche, puis 2 marches, puis 3 marches. Et je passais du temps, on était cachés derrière la cour de récré pour pas que les gens la voient s'entraîner. Et pour pouvoir frimer, je me suis dit, si elle saute 10 marches d'escalier, elle va être genre trop cool. Ce qui était absurde. Et donc je l'ai poussée, je l'ai encouragée, j'étais plein de bienveillance, sauf que elle s'est éclaté la figure par terre en sautant. Et la pauvre n'était pas sportive. Et là, je me suis fait convoquer parce que à l'infirmerie, elle a dit que c'est vrai que c'était moi qui l'avais incité à faire ça. Elle s'est cassé le bras. Ah ouais. Ouais. Elle s'est cassée, oui, si, parce qu'elle avait je sais pas si c'était cassé ou foulé, un truc au poignet, un plâtre. Ses parents ont convoqué mes parents et j'ai failli être exclue, de l'école primaire dans laquelle j'étais, alors que j'arrêtais pas de dire, mais c'était pour qu'elle soit cool, je voulais qu'elle soit cool et je m'en suis voulu. Et c'est la première fois que j'ai été punie vraiment par mes parents, par la prof, voilà, tout le monde me regardait un peu bizarrement, genre, tu l'as poussée, qu'est-ce que t'as fait ? Tu voulais être méchante. Enfin, voilà. T'avais quel âge ? Je sais pas, 7 ans. 7 ans. D'accord. Et est-ce que t'as compris pourquoi t'avais été punie ?
Oui, c'était certes dangereux, mais c'est là où c'est là où je me suis dit, peu importe si ton intention est bonne mais que tu fais une connerie, en fait, ça s'annule. On s'en fout en fait de pourquoi tu l'as fait. Et si tu l'as fait et c'était stupide. Donc arrête aussi de te mêler de ce qui te regarde pas spécialement, d'essayer de vouloir changer le monde. Je sais pas. Ça m'avait un peu, et en même temps, oui, je comprends pourquoi ses parents n'ont pas cherché. Eux, ils n'ont pas cherché à comprendre pourquoi je l'avais fait, en fait. Ils pensaient que c'était mal intentionné. Ah, mais c'est l'illustration parfaite de le chemin de l'enfer est pavé de bonnes intentions. Voilà, c'est ça. Mais ouais, j'avais été vraiment bien punie. Tu m'as isolé la question. La première fois que tu t'es déçue? C'est quand j'ai raté le concours de la scène française pour entrer à l'Opéra de Paris. Toute petite, je rêvais d'être danseuse étoile. Et du coup, je travaillais très dur. Je faisais des pointes à la maison tous les soirs. J'avais une prof de danse qui croyait beaucoup en moi. Et elle croyait tellement en moi que j'y croyais vraiment à ce concours. Et il y avait peu de place. Il y avait une dizaine de filles qui pouvaient être prises. Ça s'appelait la scène française. C'était juste avant l'entrée à l'Opéra de Paris. Et j'ai dû arriver 11e ou 12e. Donc, je ne l'ai pas eu. Et mon amie Christelle, elle, a été prise. Et j'ai pleuré, je crois, toutes les larmes de mon corps et j'ai plus jamais remis de pointe. Et là, t'avais quel âge? Et là, j'avais 9 ans. Et j'ai toujours envié Christelle, qui était plus jolie, plus fine, plus souple, plus tout. Et je l'ai recroisée, j'avais 18 ans ou 19 ans, à Rueil-Malmaison, là où on habitait. Et elle m'a raconté sa vie. Et en fait, c'était l'enfer. C'est-à-dire qu'elle a fait l'opéra, les petits rats de l'opéra. Elle avait un petit ami qui était noir. À l'époque, ils n'ont pas supporté. Ils disaient que c'était pas qu'il soit noir, mais que de toute façon, les jeunes filles n'avaient pas le droit d'avoir de petits copains, d'avoir de vie en dehors, etc. Et elle a eu des seins tout d'un coup qu'on poussait sur le tard. Et ils lui ont dit, tu pourras aller danser au Crazy Horse ou au Lido, mais tu resteras pas chez nous. Voilà la vie de mon amie que j'ai tant enviée. Et je me suis dit, peut-être qu'il y avait un ange gardien pour que je termine 11e ou 12e, je sais plus, de cette envie. Ouais, c'est hyper intéressant ton regard sur cette histoire. Je suis pareil, je suis très optimiste aussi. Ouais. Et un peu très lâcher prise sur les choses qui se passent ou qui se passent pas dans la vie. Parce qu'effectivement, oui, tu découvres après que... Moi, l'histoire, c'est que j'avais mon premier chagrin d'amour, c'était à 15 ans, et j'étais folle amoureuse de ce garçon, et ma meilleure amie sortait avec lui. Et en vrai, je lui avais un peu laissé la place, parce qu'à l'époque, les histoires d'amour, le record de tout le collège, ça devait être 3 semaines. Et je m'étais dit, tu sais quoi, vas-y, elle a qu'à sortir avec lui, ça va être fini dans 3 semaines au pire. Et comme ça, après, moi, je peux sortir avec lui, et sinon, si c'est l'inverse, elle va me faire la gueule, machin et tout. Ils sont restés 10 ans ensemble. J'adore cette histoire. Ils sont vraiment restés 10 ans ensemble. Et vraiment, pendant plus d'1 an, j'étais là. J'étais dans le déni de sa durée, quoi. Et j'étais là, mais non, c'est sûr. En plus, ils s'étaient séparés plusieurs fois pour se remettre ensemble et tout. Enfin, les histoires de collège, évidemment. Mais, est-ce que t'as attendu 10 ans? Non. Alors, non, du coup, au bout d'un moment, j'ai décroché. Au bout d'un moment, alors, ça m'a grande leçon de vie pour moi aussi, parce que j'ai appris à sortir d'un chagrin d'amour. Ouais. Parce qu'au bout d'un moment, quand t'es au collège et que tu vois ces gens tous les jours, et que de toute façon, toute leur histoire à deux, ça ne se passe qu'au collège, parce qu'évidemment qu'ils peuvent pas se voir en dehors, parce qu'à 15 ans, les parents étaient vraiment trop sur notre dos, etc. Enfin, bref. Mais j'ai appris à sortir d'un chagrin d'amour, déjà. J'ai appris à passer à autre chose, sans avoir accès à l'alcool et à ce que... Mais c'est compliqué, parce que c'est tous les jours sous tes yeux, quoi. Et en fait, donc je n'ai jamais voulu, évidemment. Enfin, c'est resté ma meilleure amie très longtemps, cette fille. Et quand ils ont fini par se séparer, je me suis rendu compte que j'avais clairement pas eu la même vie qu'elle. On avait vécu des choses différentes. Et un peu comme toi, cette fille que j'avais enviée pour ça, je me suis rendu compte que y avait pas grand-chose à envier et que voilà, c'était après chacun son parcours de vie, c'était ni bien ni mal, juste c'était différent. Et j'en ai retiré la même leçon que toi. Chacun sa route. Et c'est bien de s'inspirer de ce que font les autres. Et c'est bien d'avoir des envies. Et c'est pas impossible, en fait, de dépasser les déceptions sur le moment. Ou les blessures sur le moment.
passe à autre chose, parce qu'en fait, si ça se trouve, c'était pas pour toi, quoi. Sans penser qu'il y a quelqu'un ou quelque chose qui tire les ficelles du destin, parce que j'ai pas ce type de croyance personnellement, mais juste j'arrive à me dire ok, moi ça devait pas se faire, j'ai essayé, c'est ça. J'ai mis tout ce que j'avais, j'ai mis mes tripes, j'ai mis mon envie, j'ai mis vraiment 2000% dedans, ça marche pas, c'est quoi? C'est pas grave, je vais pas pleurer. Quand c'est pas facile, c'est que enfin pour moi il y a un signe, faut pas y aller. Il y a trop d'embûches, c'est qu'on t'indique. Enfin, bon, après, je suis pas croyante, mais je suis un peu. Enfin, si je suis croyante, je suis mystique. Enfin, voilà, j'aime bien me dire que voilà, rien n'est là par hasard et qu'il faut accepter un peu les cadeaux de la vie. Et quand le cadeau est empoisonné, il faut vite partir, je pense. Alors, dans ton parcours, si je recolle un peu, donc plutôt 7 ans, 9 ans, c'est là que tu connais déception, punition, enfin des moments qui t'ont marqué un peu en négatif. Et quand je t'ai posé des questions sur l'ambition et le moment où tu t'affirmes et tu sors de la petite fille sage, entre guillemets, c'est plutôt 16 ans et après, quoi. J'ai mis du temps, hein. Ouais, qu'est-ce qui se passe pendant toute cette période? Est-ce que tu t'en souviens? Est-ce que c'était un temps nécessaire de construction ou c'est juste que t'avais pas d'autre inspiration après la danse? Je pense que la danse, ça m'a un peu fait perdre un peu ma confiance en moi. J'avais ce besoin d'être aimée dont je parlais, donc j'étais au service de faire plaisir aux autres, faire plaisir à mes copines. J'avais des bonnes copines, mais j'avais l'impression que j'étais d'accord avec elles pour qu'elles m'aiment beaucoup. Je faisais les trucs qu'elles aimaient faire. Elles sont pas dû le voir, mais je pense que j'ai fait beaucoup plaisir pour être entourée, et cette période-là, finalement, j'ai un peu suivi, quoi. Et par rapport à toute cette période, c'est quand la première fois que tu as été fière de toi? Il y en a eu plusieurs, des fois où j'étais fière de moi, mais fière d'avoir décidé de faire... Parce que, dans la vie, j'ai sauvé une vie, donc je suis très fière, mais ça m'est presque tombé dessus. T'as sauvé une vie? J'ai sauvé un petit garçon de la noyade, mais c'est vraiment pas très héroïque. C'est que j'étais au bord d'une piscine, j'avais mon Walkman. À l'époque, on avait des Walkman. Je sais pas si t'as eu ce... 90s represent. Pour celles qui nous écoutent, je suis un dinosaure. Et je lisais, ça devait être Jeune et Jolie, tu vois, le genre de lecture qu'on lit quand on est pré-ado. On s'ennuie. Quand on s'ennuie. Au bord d'une piscine. Et puis, j'ai levé la tête à un moment donné, mais je sais pas pourquoi. J'ai eu comme une prise de conscience de quelque chose. Pourtant, j'entendais rien, je voyais rien, puisque j'étais focalisée sur ma lecture. Et là, je vois un petit bras dans une piscine. Un petit bras comme ça qui s'agite, et je réfléchis pas, mais sans voilà, c'est pas héroïque, c'est que c'est instinctif, c'est-à-dire que j'enlève mon Walkman, je saute dans la piscine, et c'était un petit garçon de 4 ans et demi, et en fait il était au resto avec ses parents plus haut, et il courait, et il s'était jeté dans la piscine, sauf qu'il savait pas nager, quoi. Il était tout habillé dans la piscine, c'est ça? Il était tout habillé dans la piscine, et il avait dévalé mais il a dû se passer 10 minutes, enfin 10 minutes d'inattention. Les parents avaient dû se dire il doit je sais pas moi, jouer derrière autour de la table, c'était un déjeuner. Et voilà, donc je l'ai je lui ai fait sortir un peu le trop plein d'eau, parce qu'évidemment il avait bu la tasse, je l'ai calmé, il pleurait beaucoup, puis je l'ai remonté à ses parents, et puis là j'ai l'impression d'avoir été le messie. Ses parents nous ont invités après pendant des années à venir passer les vacances chez eux, enfin c'était vraiment et oui, je m'en suis rendu compte plus tard qu'en fait ce petit garçon, s'il vivait, alors j'ai pas eu de nouvelles depuis, mais pendant 10 ans j'ai eu des nouvelles de lui en fait. Voilà, j'étais juste là au bon endroit pour lui au bon moment, quoi. J'étais son petit ange gardien, on m'avait placé là pour... Mais donc c'est pas héroïque, mais c'est vrai que j'en garde une vraie fierté, parce que quand je le revoyais, on se prenait des verres dans Paris de temps en temps, je me disais c'est cool, en fait, c'est cool. Il fait des choses, et si j'avais pas été là, clairement je vois pas qui... ça va très vite, en fait. Ah bah oui, c'est tout le problème avec ce type d'accident, c'est que il faut quelqu'un au moment où... moi je trouve ça héroïque, dans le sens où une de mes plus grandes peurs, tu sais, c'est de pas pouvoir réagir, cette frise.
il se passe un truc et tu sais que dans ta tête, tu sais que tu dois réagir, tu sais comment. Moi, j'ai fait l'entraînement secouriste et tout. On en parlait juste avant. Je fais de la plongée, donc j'ai mon diplôme de RIFAP, c'est réaction intervention en cas d'accident subaquatique. Ça, c'est vachement bien. Je sais comment gérer quelqu'un qui. T'es fière. T'en es fière. C'est ta plus grande fierté ou pas? C'est pas ma plus grande fierté, c'est aussi lié à la plongée. Ouais, j'ai passé le diplôme de dive master il y a 2 ans en Indonésie. Donc c'est guide de plongée. C'est pas un niveau très très élevé, mais ça veut dire que je pouvais encadrer des gens. Et donc c'est un niveau de confiance quelque part en moi et de confiance en moi reconnue qui m'avait fait quelque chose, ouais. mais n'empêche que à chaque fois que je progressais en plongée ou que je suis des entraînements de secourisme, j'ai toujours cette peur résiduelle de et si ça se trouve le jour où il se passe un truc devant moi, je vais friser, je vais bloquer et je vais pas réagir, tu vois. J'ai un côté c'est comme quand t'entends dans la rue, enfin je sais pas, ça m'est jamais vraiment arrivé de traverser, d'entendre dans la rue quelqu'un qui appelle à l'aide et quelque part mon cerveau il fait non non toi d'abord et c'est possible non parce que c'est une réaction de survie du cerveau. Oui c'est possible, c'est la sidération je crois, ça s'appelle comme ça. J'arrête pas de dire freeze mais en fait parce que t'es bilingue c'est pour ça. Comment on dit en français freeze? Je suis trop bilingue. Non parce que j'ai les flics dans les films policiers ils font freeze. Ouais c'est ça. On avait ça au cours de théâtre. You freeze. Ah oui, voilà. Et puis tu bouges plus, machin. Bon. Ouais. Mais donc c'est effectivement les phénomènes de sidération qui moi me terrorisent, de me dire si ça se trouve je serais pas capable de réagir pour me défendre, pas capable de réagir pour aider quelqu'un, pas capable de réagir pour sauver quelqu'un. Ouais, mais alors je pense que ça c'est quand il y a un danger. Par exemple, il y a une bagarre. Moi, j'en sais rien. Je sais pas si t'as pas ça parce que tu te dis attends, j'y vais pas parce que je vais peut-être risquer ma peau. Là, je risquais rien à le sortir de la piscine en fait. En gros. Je comprends. Donc du coup, tu réfléchis pas. C'est l'été, il fait chaud, t'es déjà en maillot de bain. Enfin, je veux dire, c'est pas non plus le truc. Mon iPhone 6. Je vais peut-être prendre une douche avant pour être sûre d'être propre pour rentrer dans l'eau. Non, j'imagine que ça t'arrive plus quand tu te dis il y a peut-être un danger, ça va peut-être énerver l'autre et je vais peut-être y passer. Et donc, t'es dans la dualité de est-ce que je sauve ma peau ou est-ce que je sauve les autres Ouais. J'espère vraiment que j'ai réussi à désamorcer ce débat-là et que le jour où mon cerveau il est confronté à cette situation, on a déjà pris la décision qui est que, selon les situations en fait, effectivement, tu te fais attention à toi quand tu vas risquer un suraccident, c'est-à-dire tu sais que tu dois pas intervenir dans ce type de situation, de type rentrer dans un incendie, non. Ouais, c'est ça. Mais quand c'est, il n'y a pas encore de bagarre, il y a juste une situation tendue, et bien sûr, si tu interviens, peut-être que tu te retrouves mêlé à l'histoire. En même temps, si tu n'interviens pas, tu es sûr que l'autre arrive pas à sortir de l'histoire. Ça, c'est des décisions que, dans ma tête, j'ai un flowchart de décisions qui sont déjà pré-prises. Mais je sais pas si ça a une valeur sous stress en fait, sous adrénaline. Moi je te le conseille d'ailleurs, j'ai fait un atelier de self-défense récemment et j'ai appris plein de trucs. Comment te sortir d'une situation embarrassante, genre les frotteurs dans le métro par exemple. Moi j'ai toujours rien dit, je me suis toujours décalée quoi quand un mec et là ils t'apprennent à le verbaliser, à dire monsieur vous avez la main sur mes fesses. Une fois, 2 fois. Monsieur, vous avez toujours la main sur mes fesses et là, je vais commencer à hurler. Et du coup, la personne est très déstabilisée de se dire « Ouh là là, mais mon Dieu, elle est en train d'alerter toute la rame. » Parce qu'on est un peu passive. Moi, quand les fois où ça m'est arrivé, juste je me décalais, je me disais « Oh mon Dieu, elle est dégueulasse. » Mais pourquoi je ne l'ai pas verbalisé ? Et puis surtout, pourquoi je lui ai pas foutu la honte, je l'ai pas dénoncé, voilà. Et puis maintenant, je connais les gestes aussi. Si on m'agrippe le bras, etc. Et ça, je recommande à tout le monde de faire ça. C'est hyper intéressant. C'est un stage de 2 jours, 3 jours, mais ça fait vraiment du bien. Prendre confiance. À propos de ce sujet, une des questions, c'était quand le jour où tu as compris que tu étais une femme ? Alors, que j'étais une femme... en fait, toute ma vie, je croyais qu'il n'y avait pas vraiment... J'ai évolué dans un milieu... où je voyais pas trop de différence entre être une femme ou être un mec. Je me rendais pas vraiment compte. Pour moi, les deux... je définissais pas la vie de manière genrée. Et quand j'ai commencé à écrire, j'ai fait partie de pôles d'auteurs, des réunions d'écriture où il y avait beaucoup de mecs. Très peu de filles, peut-être même parfois j'étais la seule. Et je me suis rendu compte qu'en fait, mes idées, je pouvais les balancer, c'était pas beaucoup retenu. Et je me disais, c'est sûrement qu'elles sont pas bonnes. Eh bah oui.
ou pas drôle, forcément. Ça me paraît logique. Puisque sinon j'allais être taxée de victimisation. Ouais, c'est le mot, voilà, quand tu dénonces ce genre de choses sexistes, de victimisation. Juste, et puis un jour, au bout de la 4e, 5e réunion d'écriture, je me rends compte que mes idées sont reprises. Et sont reprises, mais reformulées par un homologue collègue masculin. Et elles sont jugées tout d'un coup hilarantes. La même idée. Le même sketch, parce qu'en l'occurrence on écrivait des sketchs. Oui. Et j'étais là, mais enfin c'est juste le même sketch, quoi. Ah ouais, mais t'as pas dû bien le vendre. Voilà. Et je me suis dit ce jour-là qu'en fait la légitimité et surtout dans l'humour, ça allait être vraiment compliqué. Il fallait vraiment que je commence à me battre. Et du coup, j'ai commencé à écrire avec des femmes. Good Monique, ça a été Marjorie Lenoir, André Pirot. Après, il y a eu le Latte Show avec Natou. Après, il y a eu Parlons peu, mais parlons. Parce que c'était plus facile. Plus facile de se faire entendre. Voilà. Et c'est là où je me suis rendu compte, mais là, l'humour est genré, ça y est, d'accord, ok. Alors cela dit, c'est vrai que le pitch est important quand tu es dans une réunion d'auteurs, que tu dois formuler une idée. C'est sûr que la façon dont tu présentes ton idée, c'est sûr que c'est important. Et ça, je pense que c'est pas quelque chose que tu remets en cause. Malgré ça, malgré le talent que tu peux avoir pour proposer une idée, il n'empêche que t'es pas la première à relater ce type d'expérience. C'est vrai ? Oui, bah oui. Mais j'insiste sur la qualité des pitchs, c'est vrai, parce que par exemple chez Mademoiselle, on n'est que entre femmes qui écrivent. Je discrimine pas l'embauche. Au bout d'un moment, y a quand même beaucoup plus de femmes qui postulent pour écrire pour mademoiselle.com que d'hommes. Et véridique, j'en ai eu un qui a postulé en disant « Je n'ai jamais ouvert un Mademoiselle de ma vie, mais ça peut s'arranger ». Je pense que les auditeurs et les auditrices comprendront aisément pourquoi je n'ai pas retenu sa candidature malgré toute la qualité de son profil. Au bout d'un moment, soyons sérieux. Mais du coup, on est effectivement essentiellement entre femmes quand on fait des réunions d'écriture et qu'on se pitch des idées. Et oui, il y a une différence fondamentale entre celles qui ont l'habitude de faire des pitchs parce qu'elles écrivent par ailleurs, peut-être dans d'autres environnements, ou simplement, je pense à Marion Séclin qui écrit beaucoup de vidéos, qui écrit beaucoup de textes, et qui est peut-être beaucoup plus doué pour pitcher que quelqu'un qui écrit des articles et qui n'a pas l'habitude de faire des réunions d'écriture. Oui, la différence, elle est flagrante. Tu peux avoir la meilleure idée du monde si tu sais pas la formuler, vendre, si tu sais pas la Sauf vendre. Que moi, c'était vraiment exactement la même façon de la vendre, avec la même chute. Avec le même temps de pause entre l'histoire et la chute. Non, mais t'as pas eu ce moment t'as pas eu ce moment de timidité où tu sais que t'as une bonne idée, mais t'es pas sûr, du coup tu t'excuses un peu quand tu la présentes, tu sais, alors les gars, j'ai un truc, bon, je sais pas si c'est bien, mais je vous dis quand même. Tu vois ce que je veux dire ? Où là, c'est sûr que tu perds ton auditoire et que ça donne pas envie de faire confiance à ton idée si toi-même t'es là en train de la pitcher en disant bon, c'est un peu de la merde, mais je la dis quand même, tu vois. Allez, ça je te l'accorde. Je te l'accorde que ça peut être mon défaut. Mais je me demande si c'est pas un peu fait. C'est marrant parce que je jouais au Trivial Poursuite cet été. Je fais carrément une parenthèse que tu pourras couper si c'est pas intéressant. Et je jouais et en fait, je me suis rendu compte que je jouais avec des mecs et des meufs. Hein, vraiment, on était assez mixtes et on était répartis par équipe. Et les mecs étaient tellement sûrs de leur réponse alors qu'elle était tellement fausse. Et je me disais mais enfin. Et nous, on avait souvent la bonne réponse et on était là. Ouais, en même temps. Si t'es pas d'accord, c'est peut-être toi qui as raison parce que bon, moi je sens que c'est ça et en même temps on le sait que c'est ça. Quand t'as une bonne réponse, normalement tu le sais. Et je me disais c'est dingue. Et les mecs ils affirment un truc droit et du coup tu te dis putain il a l'air sûr de lui donc je vais le laisser prendre la main. Ok non t'as l'air sûr de toi et c'est archi faux. Et je me dis mais mon Dieu est-ce que c'est de l'éducation ? Qu'est-ce que c'est que ça quoi ? Et c'est drôle, ces 3 parties de Trivial on s'est toutes rendu compte de ça. Oui c'est de l'éducation, c'est entièrement de l'éducation. C'est ouf. Les garçons ils sont valorisés tout petits, ils sont valorisés et entraînés à prendre la parole, prendre l'initiative, prendre l'espace. Les jeux des garçons dans la cour, ça prend toute la cour de récré pour jouer au foot. Ouais, c'est ça. Et ils sont encouragés à ça. Et les filles, elles sont encouragées à être gentilles, discrètes. C'est des qualités féminines.
Et je dis ça, c'est même pas quelque chose. Voilà, mais c'est même pas quelque chose de conscient. C'est-à-dire que quand il y a eu le programme des ABCD de l'égalité que Najat Vallaud-Belkacem voulait implanter dans les écoles, il y a eu des classes tests. Il y a eu des instituts qui ont testé ce programme et qui, j'avais lu des comptes rendus dans la presse, Rue 89 a fait un article là-dessus, où les instituts disaient « Je me rendais pas compte que effectivement en classe, j'avais tendance à valoriser un petit garçon qui prend la parole même sans la demander. Quelque part, c'est une attitude que je valorise, alors qu'une petite fille qui prend la parole sans la demander, je la réprimande parce que on a dit qu'on levait la main en classe. » Et j'ai lu ça, j'ai été bloquée dans ma tête parce que j'ai vécu ces scènes. Je me souviens de séances de classe où on est plusieurs enfin, il y a une discussion de classe. Donc, une discussion de classe, c'est tu lèves la main et la maîtresse donne la parole et tu peux participer. Sauf qu'il y avait un garçon qui parlait sans lever la main, il y en a un autre qui répond sans lever la main, il y en a un troisième qui répond sans lever la main, je réponds sans lever la main, et Clémence, on lève la main. Et ça m'avait traumatisée. C'est incroyable. Parce que j'ai vraiment débloqué, quoi. Ouais. J'étais, quoi et c'est là que j'ai rangé cette anecdote dans la boîte de tous les souvenirs auxquels je savais pas donner du sens. Ouais. Et c'était que, je l'ai découvert plus tard quand j'ai découvert le féminisme, mais toutes ces anecdotes avaient une seule et même racine explication, c'était j'étais une fille. Oui, c'est ça. C'était des garçons. Et c'était juste ça, ça n'a pas de C'est sens. vrai que c'est inconscient, c'est-à-dire qu'avant de mettre le doigt dans l'engrenage du féminisme, et après tout s'explique, tout s'éclaire, mais non, mais attends, mais je devais servir mes cousins à table devant ma grand-mère quand ils arrivaient. Il y a plein de choses en fait où on se dit, quand j'ai eu mon fils, on m'a dit bravo du premier coup. T'as pas besoin d'en faire un deuxième. Mais non. What quoi, bravo, quoi, il est beau. Non, mais c'est un garçon. Ah, ok, oula, je ne comprends pas, mais tu es une femme et tu me dis ça. Ok. Voilà, toutes ces choses, en fait, qui voilà, rentrent dans ta mémoire et après, tu commences à te dire, mais c'est ouf. C'est hallucinant. On est tous et toutes conditionnés à avoir des réflexions débiles. Enfin, il y en a qui sortent un peu de la matrice, mais c'est incroyable. C'est des règles du jeu différentes, j'ai l'impression. Moralité, vous voulez gagner au Trial Poursuite, les meufs, vous avez votre conviction, défendez-la. De toute façon, c'est comme quand tu révises pour le bac, la première réponse qui t'arrive dans les yeux, c'est la bonne réponse. Tu prends cette réponse, tu réponds ça. Voilà. Ne vous effacez pas parce que souvent vous avez raison. Et après la dernière partie, on a fait mec contre meuf, on les a explosés. Juste ça, c'était pour la fin de l'anecdote. Yes. Ils sauront se reconnaître. Meilleure histoire. Non seulement je vais pas la couper au montage, mais peut-être c'est ma bande-annonce. Ils sauront se reconnaître. C'était quand le jour où t'es sortie très loin de ta zone de confort? Quand j'ai commencé à être comédienne, on m'a dit que tu sais tout faire. Sur un malentendu, ça peut passer. Était-ce un bon conseil? Je ne crois pas. Je me suis retrouvée à faire une audition de théâtre, je la voulais tellement pour un grand metteur en scène et il fallait avoir un très très bon niveau de flûte à bec en plus du jeu. Donc je passe le jeu, ça se passe très bien, il y avait tout un jury dans un grand théâtre parisien et ils m'ont dit bon bah tu sais jouer de la flûte à bec donc ah oui. Ouais, c'est pas très compliqué la flûte à bec hein. Ils m'ont dit bon bah demain reviens parce que je me suis dit je voyais pas d'instrument, je me suis dit je vais m'en sortir avec la tchatch, tu vois, et puis j'aurai toujours le temps d'apprendre parce que tu peux dire oui puis après tu te prends un prof particulier puis pendant un mois moi je suis une bosseuse, tu vois, tu fais illusion. Sauf qu'ils me disent bah demain viens avec un morceau de flûte à bec, on sera là. Alors ça va, c'est pas le violon où il faut vraiment des années je pense pour réussir à sortir un morceau. Ouais mais enfin quand même, tu vois, j'avais dit que j'en avais fait pendant 10 ans alors que j'avais fait tu sais les pauvres cours à l'école. Techniquement, l'enfer quoi. Techniquement, si tu additionnes de l'école primaire jusqu'au bac, ça fait 10 ans de flûte à bec. Hein. Oui, bah voilà, bon bah techniquement. C'est comme quand tu dis que t'es bilingue en anglais et que t'as ligne 3 mots quoi. Et du coup, j'appelle mon mec qui me dit bah il me reste une flûte à bec de quand j'étais petit. Je vais t'apprendre un morceau. Et il m'apprend l'hymne à la joie. Un classique à la flûte à bec. Voilà, l'enfer absolu, l'enfer sur terre, cet hymne à la joie. Et je la joue le lendemain devant un jury, mais vraiment il y avait énormément de monde, le directeur du théâtre, le metteur en scène, le rôle lead, enfin vraiment. Et là, je crois que c'était voilà vraiment l'instant de solitude, parce qu'évidemment avec le stress, j'ai fait plein de fausses notes. Moi, au milieu d'une grande scène de théâtre, on va faire l'hymne à la joie. Et
là, ils m'ont dit, mademoiselle, vous avez vraiment fait 10 ans de flûte à bec. Je leur dis, oui, mais j'ai dû un peu oublier. Hein, j'ai été un peu... voilà, ils m'ont dit, bon, bah non, ça va pas le faire. C'est un peu juste. Et voilà, et j'avais dit à mon agent, c'est pas cool parce que tu m'as toujours dit qu'il fallait mentir. Elle me dit, oui, bon là, c'est vrai que c'était un peu... Mon agent m'a toujours dit, on sait jamais sur un malentendu, ça peut passer. Et je l'ai refait une autre fois pour un autre film en disant que je savais faire du scooter, ce qui n'était absolument pas vrai. Et là, j'ai eu la peur de ma vie et je me suis dit, j'arrête de mentir. Stop, j'arrête de mentir sur mes capacités. S'ils me veulent, ils me veulent, mais il faut que j'arrête de dire oui à tout pour être prise coûte que coûte, pour après me retrouver dans des situations d'une gênance absolue, quoi. Voilà. Autant la flûte à bec c'était gênant, autant le scooter c'était dangereux. Ouais. Mais en fait, je pense que le conseil fondamentalement, alors, je pense que le conseil, il n'est pas mauvais. Il faut juste le bien interpréter. C'est-à-dire que je comprends le côté. Commence pas à te dire que tu peux pas faire ce rôle parce qu'il te manque un truc sur la liste de 15 caractéristiques, tu vois, par exemple. En fait, c'est quelque chose que j'avais... c'est une démarche à laquelle j'ai été confrontée moi-même, qui est que j'ai fait, dans une ancienne vie, j'étais auditrice en maîtrise des risques et j'auditais notamment les ressources humaines. Et en fait, quand tu publies une annonce d'offre d'emploi, il y a une différence fondamentale entre la façon dont les hommes et les femmes répondent à l'annonce. Encore une fois, je généralise. Évidemment, au niveau individuel, les gens sont tous différents. Ça, il n'y a pas de débat. Mais globalement, une femme va postuler à une offre d'emploi si elle est sûre d'avoir 100% des compétences requises pour le poste. Donc typiquement, s'il y a, elle coche toutes les missions, vous avez ce profil, check, vous avez ces compétences, check, et vous êtes bilingue anglais, et là elle se dit, alors je suis fluent, je parle couramment l'anglais, est-ce qu'on peut dire que je suis bilingue? Je ne sais pas. À partir du moment où tu te poses la question, la réponse est un peu oui, mais bon, ok. Et donc, elle ne va pas postuler à cette offre d'emploi car elle ne se considère pas assez qualifiée pour l'emploi. Ok, pourquoi pas. Néanmoins, même circonstance, un homme va postuler s'il estime avoir 60% des capacités requises pour le poste. C'est beau. Mais parce qu'en fait, sur le poste, il y a des compétences clés, des besoins socles, des impondérables en fait. Quand on te demande minimum 3 ans d'expérience pour le poste, c'est pas la même chose que une expérience précédente sur ce poste serait un plus non négligeable. C'est pas formulé de la même façon, c'est pas la même attente derrière en termes d'expérience. Oui, en fait, si le rôle pour lequel tu postulais, c'était une soliste de flûte à bec et qu'il fallait quelqu'un qui ait la gestuelle, le son, l'oreille, machin et tout, c'est pas la même chose que est-ce que tu sais faire du scooter parce qu'il y a une scène dans Paris face cam, auquel cas il t'aurait foutu sur le scooter sur un truc qui tracte, ou bien il t'aurait appris à faire du scooter sur 150 mètres. C'est pas si long, c'est moins long à apprendre que la flûte à bec. J'aurais dû avouer au début du tournage pour avoir quelques leçons en fait. Ouais, mais j'avais mon ego de non ça va passer tu sais jusqu'au bout, et en fait non, ça passe pas. C'est-à-dire que je pense que sur la flûte à bec t'aurais pas eu le rôle parce que c'était nécessaire d'avoir cette maîtrise, ça faisait partie intégrante des compétences requises pour le poste, pour parler très formellement. Et peut-être que sur l'autre c'était voilà, t'as des métiers sur lesquels on te demande il faut avoir le permis, et finalement c'est juste t'en as pas besoin, quoi. T'en as pas besoin, tu peux très bien venir bosser en transport en commun ou je sais pas, et juste avoir le permis c'est un plus, ou voir ça regarde même pas l'employeur. Donc je comprends la philosophie du conseil qui est t'avais pas toi-même des barrières dans un métier où on va t'en foutre assez globalement. C'est sûr. Mais effectivement je pense que ça veut pas dire non plus invente-toi un CV à chaque fois. Je peux le faire. Oui. Et globalement, j'ai le même discours avec toutes les jeunes femmes qui postulent à des offres et qui se retiennent de postuler à des offres. En vrai, si tu considères que t'as pas assez d'expérience sur le poste, vas-y quand même, parce que peut-être que en fait t'en as suffisamment et tu vas en acquérir sur ce poste. Bon, si t'attends de cocher toutes les cases pour avoir le job qui te correspond, il y a beaucoup de chances pour que le recruteur il prenne quelqu'un de moins qualifié que toi, parce qu'en fait, un poste c'est un endroit sur lequel tu vas évoluer et progresser en même temps, quoi. Donc, pas le pire conseil, mais t'as sans doute pas appliqué le conseil comme il fallait. C'est sûr. Mais néanmoins, est-ce que cette expérience, elle t'a décomplexé Ah oui, au final, ils ont juste coupé la scène. En fait, j'arrive en scooter, juste je le pose, quoi. Je le pose et au final, dans le rôle, j'étais très bien.
dans le rôle, nickel. Et ben voilà. Je me suis juste pris une réflexion ce jour-là, voilà, parce que j'ai failli rentrer dans l'équipe technique en démarrant, quoi. Et ils m'ont dit, mais à quel moment tu nous aurais prévenu? Genre, ça passe jusqu'au bout. Mais au final, avec du recul, ce rôle, en plus, m'a permis d'en avoir plein d'autres derrière. Donc, c'est vrai, faut être culotté. Ça, c'est un bon conseil. Faut être culotté. On arrive vers les questions de la fin de cet entretien. Il y en a une qui me tient beaucoup à cœur et je suis contente que tu l'aies sélectionnée. C'était quand le jour où tu as pris conscience de ta voix, de ton pouvoir, de ton impact? Alors, c'était... En fait, j'ai co-créé une série qui s'appelle Martin Sexe Faible sur Studio 4. C'est trop bien. Merci, c'est cool. Et c'était, en fait, en gros, c'est Martin, le personnage principal, qui vit dans un monde où les femmes ont le pouvoir. Donc c'est un monde inversé. Au départ, on voulait faire une série autour d'un couple. Et puis on s'est dit qu'en fait, ce qui serait bien, c'est pas de convaincre des gens qui sont déjà convaincus par le féminisme, mais d'essayer d'aller chercher et taper ailleurs. Et on s'est dit, qu'est-ce qui est le plus impactant, c'est le phénomène d'identification. Donc si on met Martin en rôle principal, bah tout d'un coup, les hommes vont un peu s'identifier et vont se dire, oh, j'aimerais pas vivre dans ce monde-là. Et en fait, c'est un monde dans lequel nous on vit tous les jours. Et c'est notre cible, en tout cas, ce qu'on voulait, c'était pas de toucher le public féminin déjà un peu acquis à notre cause, mais d'essayer de percuter un peu des gens qui sont loin de cette vie-là et qui, du coup, de fait, se sentent moins concernés. Et en fait, j'ai reçu, mais vraiment, je le retrouve pas parce que je voulais te lire des messages que j'ai eus de jeunes hommes, pas si jeunes que ça d'ailleurs, même des grands-pères, voire même un grand-père de famille, qui tout d'un coup prenaient conscience. Et c'est hyper beau. C'est hyper beau parce qu'il y a à la fois un mea culpa de moi, en fait, j'ai toujours cru que c'était normal finalement de traiter un peu les femmes comme ça. Pour moi, une femme, c'est ça. J'avais cette définition-là d'une femme. Et avec cette série, je me suis rendu compte qu'il fallait que je change mon comportement, que j'agisse autrement. Et c'est une vraie prise de conscience. Et merci pour ça. Merci de m'avoir ouvert. Au début, vous m'avez énervée. Je me suis dit, mais c'est une caricature. Et au final, je suis revenue en me disant, c'est peut-être pas une caricature, j'en ai parlé autour de moi et j'ai pu aussi parler à ma femme, parler à mes filles et me rapprocher de la gente féminine et des problèmes concernant les femmes. Alors, je te le résume comme ça, mais à lire, ça m'a profondément émue. Et c'est là où je me suis dit, on a gagné notre pari avec cette série. C'est qu'on n'est pas dans le « ouais, girl power, tout le monde est d'accord ». Non, c'est que tout d'un coup, il y a des hommes qui me disent « pendant 40 ans, je me suis comportée comme ça et je vais essayer de changer ma vision et mon comportement pour éviter pour plus jamais ça, en fait. » Et bravo pour ça, hein, vraiment. J'adore Martin Sexe Faible pour ça. Merci. Et j'ai tout de suite capté cette intention que tu viens de résumer sur on va pas parler aux convaincus, on va donner une porte d'entrée à tous les autres. C'est bien de parler déjà aux convaincus, hein, c'est important de le faire, mais si on arrive en plus de ça à toucher quelques âmes qui n'étaient pas si perdues que ça, qui se sont peut-être mal comportées, mais qui maintenant prennent conscience de ça, c'est là où on gagne encore plus. C'est ça. C'est là où on fait bouger les lignes. C'est ça, en fait. C'est ça. Donc c'était une série pour les hommes aussi qu'on avait envie de faire. Est-ce que tu as eu dans ta vie un ou une rôle modèle qui t'a particulièrement inspiré? J'en ai parlé tout à l'heure, en fait, c'est Meryl Streep. Ah. Mais j'ai l'impression qu'en fait, c'est le rôle modèle de beaucoup de gens, donc c'est pas très original. Est-ce que c'est pour une raison en particulier ou un rôle en particulier, ou globalement, le personnage te... Moi, j'ai découvert dans Out of Africa. Voilà, et après j'ai vu absolument tous ces films mais c'est aussi la personne qu'elle est, son engagement, mais il y a aussi très récemment Emma Watson que je trouve incroyable. En fait, c'est ces femmes fortes qui ont l'air d'être libres et qui réussissent dans tous les domaines. C'est-à-dire qu'elles sont démentes à l'écran. Meryl Streep a l'air, après, d'être une très bonne mère de famille. Elle a 4 enfants, je crois. Et qui, en plus, ont des engagements forts et qui arrivent à mener de front. J'ai l'impression que c'est des femmes libres, en fait. Et elles m'inspirent beaucoup au quotidien. On en parlait un petit peu au début de ce podcast, mais est-ce que tu as un regret, un vrai grand regret dans ta vie? Justement, je travaille sur moi pour plus en avoir.
Évidemment, avec le recul, je me dis j'aimerais avoir ce que je pense maintenant dans un corps de fille plus jeune pour que tout aille plus vite, en fait. Cette envie de liberté, le fait de plus dépendre du regard des autres, de plus vouloir être aimée par tout le monde et de faire un peu ce que je veux en m'écoutant. Oui, j'aurais adoré l'avoir à 16 ans, puisqu'on gagne du temps. Mais en même temps, c'est toutes ces étapes qui ont fait ce que je suis aujourd'hui. Non, mon grand regret, et là, je commence à être un peu inquiète, mais ça n'a rien à voir avec le métier, c'est ce qui se passe en ce moment au niveau de la planète et de l'écologie. Et je pense qu'il faut que vraiment on commence à tous et toutes changer nos habitudes de consommation. Donc ça va passer par voilà, moi je prends plus la voiture depuis 3 ans. Et je sais que c'est compliqué de se dire, parce qu'on a envie en fait que les gouvernements, les politiques bougent, et ça c'est important, mais il faut aussi au quotidien commencer à se dire oh là c'est chaud patate quoi. Là, on est dans un moment très critique. Et alors après, il y a des gens qui n'y croient déjà plus et qui se disent que l'effondrement arrive très rapidement. Et puis, il y a ceux qui se disent non, on peut encore faire quelque chose pour essayer de retarder les effets à long terme. Et voilà, et je regrette de ne pas en avoir pris conscience beaucoup plus jeune. C'est-à-dire que nous, on est d'une génération où on nous en a pas parlé. En tout cas, pas ado. Je sais pas si toi. J'ai été plus sensibilisée, je pense. Mais je pense que ce soit pour le féminisme ou l'écologie, je crois pas qu'il y ait de cheat code dans la vie qui te permette de sauter d'un état à l'autre. Je pense que quoi qu'il arrive, c'est un process, et que tout ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, tous les petits gestes qu'on est en train de faire aujourd'hui, toutes les évidences qu'on est en train de poser aujourd'hui, et c'est pour ça que je te félicitais pour la démarche de Martin Saxe-Faible, parce que pour moi ça contribue à ça. Ce sont des jalons qui font gagner du temps à ceux qui suivent. Ouais. Et que ça sert à rien pour moi de regarder en arrière en se disant ah mais moi si j'avais eu ça je serais allée plus vite. On aurait eu des parcours différents, toi et moi, dans nos univers. On aurait eu des parcours différents si on n'avait pas dû sauter les haies, déplacer les obstacles, dépasser les obstacles en fait. Et les suivants derrière nous auraient aussi un parcours différent. Je veux dire, au bout d'un moment, moi j'ai la conviction que si j'ai la vie que j'ai, c'est parce que avant moi, mes parents, mes grands-parents, dont on parlait en début de podcast, sur la vie qu'eux ont eu, les difficultés qu'eux ont eu, j'aurais pas eu la même éducation, j'aurais pas eu les mêmes armes, les mêmes opportunités. Et si moi j'ai pu commencer à me prendre la tête sur des questions d'écologie à 15 ans, c'est parce que j'avais pas à me prendre la tête sur comment est-ce que je vais assurer ma survie. Bien sûr. Ma survie, point quoi. Et ça, c'était pas des questions qu'on me demandait de me poser, alors que pour les générations avant, il y avait ça quoi. Je vis dans une région qui porte les marques de la guerre. Aujourd'hui, moi je suis végétalienne depuis 6 ans, c'est un truc que ma grand-mère comprend pas et comprendra jamais, et en même temps elle a vécu la Deuxième Guerre mondiale où fallait se battre pour bouffer. Donc oui, il y a un côté passer de la rareté à une forme d'excès aujourd'hui, c'est aller trop vite pour que ça puisse rentrer dans sa façon de voir le monde et de comprendre le monde. Bien sûr, et le passé c'est le passé, mais maintenant on sait, et maintenant on doit vraiment agir quoi. Maintenant il y a un truc de choses imminentes à faire. Il faut qu'on en prenne conscience. Je pense que justement, on a intérêt collectivement et individuellement à pas sous-estimer l'ampleur et la portée de toutes les actions du quotidien et de chacun. Tu vois, une série comme Martin Saxe-Faible, elle révolutionne pas le féminisme. En plus, on en parlait aussi juste avant de commencer cette interview, mais le concept d'inverser le monde, il était déjà dans Majorité opprimée, qui est sorti à peu près au même moment. Il est aujourd'hui sur le film Netflix Je ne suis pas un homme facile, et j'avais eu Éléonore Pourria, qui est la réalisatrice, en interview dans ce podcast justement. Donc fondamentalement, voilà, c'est pas une révolution du féminisme, mais adopter cet angle, le décliner dans des situations de la vie courante, et ça amène des gens à avoir cette prise de conscience et à changer leur vision du monde, c'est énorme. Et ça vient d'où? Ça vient de toi. Mais t'es qui, Juliette Trezanini? Personne ne te connaît. Pierre, je veux dire, tu n'es pas Claire Chazal, tu vois. Tu n'es pas au 20h tous les soirs. Tu n'as pas des millions de téléspectateurs. Mais en fait, on peut pas attendre d'avoir ce type de pouvoir et d'influence pour pouvoir se dire ce que je fais a de l'impact, ce que je dis a des conséquences, a de la valeur. Et je pense que notre grande force de nos générations, la tienne, la mienne, celle qui arrive,
c'est d'avoir cette conscience-là que nos actions, elles ont un sens et que tout ce qu'on fait, c'est peut-être que tu peux te dire je pèse pas grand-chose face à tout le patriarcat dans le monde. Bah oui, nous on est en train de se prendre la tête avec des histoires de blagues sexistes alors que pendant ce temps-là, la majorité écrasante des femmes dans le monde restent discriminées en raison de leur genre. Et vraiment, les blagues sexistes, c'est le cadet de leurs soucis, hein. Mais bon, on fait bouger les choses chacun à notre échelle dans notre environnement. Moi, c'est ce qui me motive à me lever tous les matins. C'est l'effet boule de neige après. Et puis je vois que ça marche. Et puis merci aussi YouTube. Enfin, merci d'avoir des moyens aussi d'être vu. Parce que du coup, maintenant ma responsabilité, maintenant que j'ai une communauté, c'est pouvoir justement essayer de faire passer mes petits messages, Et la prochaine, je pense que ça sera sur l'écologie parce que ça me tracasse beaucoup trop en ce moment. J'ai 3 questions pour terminer. Waouh. La première, ta plus grande fierté. Ah, tu m'as parlé tout à l'heure de la noyade. C'était la première fois, je crois, une qui t'a marqué. Ta plus grande fierté. Non, en fait, avec une copine, on se marre à chaque fois parce qu'on parle de nos enfants et ça nous fait beaucoup rire d'imaginer. Non, ma plus grande fierté. C'est vrai que t'as des enfants que c'est j'ai un fils. Code des gens qui ont des enfants, c'est toujours leurs enfants. Je trouve ça très chic. Non, mais pas. Enfin, c'est ma plus grande fierté personnelle et puis c'est autre chose. Ma plus grande fierté, c'est j'ai l'impression tous les jours d'apprendre des trucs parce que je suis méga curieuse et de m'améliorer. De continuer à progresser. C'est-à-dire que je continue à progresser. Okay. Et je préfère la personne que je suis maintenant de celle que j'étais à 20 ans. Et au fur et à mesure des rencontres, en plus j'ai de la chance de rencontrer des gens super, des gens qui me motivent, qui m'inspirent, qui me font découvrir autre chose et de petit à petit me bonifier. C'est marrant parce que tu viens de me décrire comment j'imagine Hermione Granger à l'âge adulte. Et j'ai un seul regret sur le fait que J.K. Rowling n'écrive pas la suite, c'est que je m'en fous de la suite de la vie d'Harry Potter. Mais qu'est-ce que j'aurais aimé connaître la vie d'Hermione Granger. C'est ouf. C'est clair. C'est clair. Juliette, c'est quoi le pire conseil qu'on t'ait donné dans la vie ? Reste dans les ressources humaines, c'est plus prudent. Super. C'est plus prudent. Ouais, c'est plus prudent. En plus, t'as 50% sur les ventes quartier, alors c'est quand même vraiment cool. C'est vraiment trop cool comme métier. Et c'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné ? Kiffe-toi d'abord et les autres te kifferont ensuite. Merci pour ce conseil. Et merci beaucoup d'avoir été mon invité. On soit gentil, dis merci, fais un bisou. On peut donc te retrouver sur YouTube, sur la chaîne Parlons peu mais parlons, mais également en librairie. Oui, il y a le livre. Parlons peu, parlons culture. D'ailleurs, je vais te l'offrir. J'attendais juste la livraison ce matin des exemplaires. Mais oui, Parlons peu, parlons culture qui est en librairie, partout d'ailleurs. Voilà. Et puis Martin Sexe Faible a une saison 4. Voilà, on vient de l'apprendre. Trop bien. Donc voilà, ça devait pas. Et en fait, on a fait péter les scores. Et du coup, on fait une saison 4. Je suis trop contente. Super. Et merci beaucoup. Et je te souhaite beaucoup de courage et beaucoup de réussite pour tes projets à venir. Toi aussi, merci. Bisous. Sois gentil, dis merci, fais un bisou. C'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode et une nouvelle femme fantastique à découvrir sous un nouveau jour. Tu peux t'abonner sur ton appli de podcast, bien sûr, et ça m'aide énormément à faire connaître ce programme si tu en profites pour aller mettre 5 étoiles sur iTunes et un commentaire enthousiaste. Tu peux également faire découvrir ce podcast à tes amis par Deezer, Spotify, SoundCloud ou la chaîne YouTube dédiée, ou encore sur mademoiselle.com où les épisodes paraissent chaque jeudi. Ton soutien est précieux, alors merci sincèrement d'avoir écouté jusqu'au bout. Merci pour les commentaires et les étoiles. Le meilleur moyen d'aider ce podcast à grandir et d'aider Mademoiselle à grandir, c'est encore d'en parler autour de toi si ça te plaît. Merci beaucoup, à jeudi.